J'ab je vais commencer en présentant, assez rapidement la le projet du livre, hein, et je laisserai, ensuite la parole à David avec une répartition qui serait une vingtaine de minutes peut-être pour ce que je vais dire, hein, dans la mesure où, sur le séminaire, hein, et avec ses participants, on a peut-être plus l'habitude d'entendre des questions sur la Révolution française proprement dite, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que ce que va aborder David est peut-être neuf, en particulier autour d'Adam Smith. Alors tu disais, Marc, merci d'avoir déjà de trouver ce livre intéressant. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire un ouvrage aussi qui s'adresse pas simplement aux spécialistes, mais qui a pour ambition de lier deux choses, hein, c'est-à-dire la dimension historique proprement dite, et également une autre dimension qui est souvent moins associée, en tout cas chez les historiens, peut-être français. C'est peut-être davantage le cas ailleurs, qui est la dimension de la théorie politique. David, Marc l'a rappelé, David est professeur à l'université de Barcelone, chercheur en théorie politique, et avec on va dire, des sensibilités à l'histoire qui sont assez fortes. Et de mon côté, je suis historien, mais avec un intérêt pour les dimensions de la théorie politique, des catégories politiques qu'on trouve dans l'archive, qu'on trouve dans des arguments, qu'on trouve dans l'événement. Et donc c'est ces deux approches qui sont jointes dans cet ouvrage. Et effectivement, ça rejoint, hein, les travaux qui sont menés dans ce séminaire. Il y a une volonté effectivement de rassembler des travaux qui sont menés maintenant depuis fort longtemps dans ce séminaire, et de les croiser avec d'autres travaux en fait qui sont menés dans le cadre du GRIX, hein, qui est le laboratoire dont dépend David à l'université de Barcelone, auquel je participe au demeurant, et on a mené des travaux communs depuis maintenant une bonne quinzaine d'années autour de ces questions du républicanisme, autour de la question des communs, autour de la question de l'allocation universelle. Les trois champs que l'on va retrouver dans cet ouvrage. Voilà pour donner le cadre. Alors Marc rappelait qu'il y a effectivement trois personnages qui sont des centres de gravité en quelque sorte du livre, Adam Smith, Robespierre et Thomas Paine. Alors ce sont des personnages que l'on a en partage avec David, alors pas à part égale, hein. Il je suis assez clairement celui qui est a plutôt concentré son travail pour l'instant sur Robespierre, même si évidemment David n'en ignore rien. Et David lui a travaillé davantage sur Adam Smith, même si par ailleurs c'est un personnage que je rencontre notamment quand j'évoque Paine, le troisième personnage, ou Condorcet, qui est souvent lié d'ailleurs à Paine. Donc, tout à l'heure, quand David prendra la parole, il la prendra davantage autour de la figure d'Adam Smith, et en particulier autour de quelque chose qui l'a beaucoup occupé, qui est la déconstruction de Smith comme théoricien du libéralisme économique. Alors, on se rencontre à part égale, en revanche, autour de Thomas Paine. Paine, dans sa dimension historique, est plutôt ce que moi j'ai travaillé. David ayant travaillé beaucoup sa dimension théorique et pratique, en particulier autour des principes d'allocation universelle, dont Thomas Paine était un des concepteurs, et que David a traité. Il est venu dans le séminaire pour l'évoquer, hein, il y a quelques années.
Et on a donc autour de ces trois personnages beaucoup de choses en commun et les travaux qui ont circulé entre Barcelone, Paris, le séminaire Rouen également, ont fait la part belle c'est à ces trois personnages. Alors pourquoi ces trois personnages? Parce qu'ils sont, on va dire, des jalons assez importants du récit de la modernité. Et l'objectif du livre est d'essayer d'interroger, voire même de remettre en question, comme le soulignait Marc, d'interroger, de remettre en question le récit de la modernité dont on a hérité. Un récit qui, en gros, concerne l'émergence du capitalisme, l'affirmation et la victoire du capitalisme, et un récit autour desquels ces trois personnages sont fondamentaux, et au sein duquel également la Révolution française est fondamentale. Une Révolution française qui, dans ce récit, vous le savez, puisque c'est des objets sur lesquels on travaille depuis longtemps, dans ce récit, la Révolution française est la révolution bourgeoise, le moment où elle émerge sur le plan politique, après avoir irrigué sur le plan commercial l'Europe, voire une partie du monde depuis le XVIe siècle. Une révolution bourgeoise qui se fixerait sur le plan des normes juridiques grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte des droits bourgeois, et qui permettrait donc, à partir de ce moment-là, au capitalisme de se déployer. Donc c'est ce récit-là que le livre a choisi d'interroger, sachant, vous l'avez compris, donc que c'est cet objet, c'est ce récit-là qui est le fil rouge en fait des questions que l'on pose dans ce séminaire et des travaux qui circulent autour de ce séminaire. Alors je disais croiser l'histoire et la perspective de la théorie politique. David, qui s'intéresse à la question de la location universelle dans sa dimension théorique et dans sa dimension pratique, il y a une autre caractéristique du bouquin, c'est l'horizon contemporain en fait de notre propos. Il ne s'agit pas simplement de traiter du XVIIIe siècle, mais d'interroger des normes politiques conçues au XVIIIe siècle, des normes dans l'économie politique conçues au XVIIIe siècle, que l'on voudrait appréhender comme des ressources pour penser en fait notre monde aujourd'hui, pour essayer de, en interrogeant ce récit de la modernité et en le remettant en cause, remettre également en cause un certain nombre de manières d'aborder notre monde et de confronter ces manières de faire, qui sont dans l'héritage, à des ressources du XVIIIe siècle. Donc pour nous, il y a dans le XVIIIe siècle quelque chose qui est de l'ordre du gisement de matériaux, quelque chose qui est de l'ordre d'outils qui sont pertinents pour traiter de perspectives politiques très contemporaines. Alors sachant que on n'est évidemment pas au XVIIIe siècle, on ne peut pas comparer la situation du XVIIIe avec la nôtre, ne serait-ce que parce que au XVIIIe siècle, on est dans le début d'un cycle, du cycle productiviste, on est au moment où naît le capitalisme et où les gens qui vivent au XVIIIe siècle, comme on le rappelle dans l'introduction du livre, les personnes au XVIIIe siècle, les populations déjà ne sont pas aussi nombreuses que nous le sommes aujourd'hui, et sont dans la quête d'une consommation, d'une production qui permettrait d'assurer un niveau d'existence qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on est au XVIIIe siècle, mais de considérer le fait que les grandes organisations, les grands principes autour desquels gravitent nos organisations sociales aujourd'hui sont conçus, fabriqués au XVIIIe siècle. Et qu'au XVIIIe siècle, on a l'amorce d'un cycle
qui va pendant 2 siècles se déployer au 19e et au 20e siècle, l'amorce d'un cycle productiviste, euh, extractiviste également, les deux choses vont de pair, dont on constate aujourd'hui la remise en question, et on pourrait dire même en partie un langage médical, l'acmé, hein, le sommet de la maladie, voire la fin. Hein, c'est évidemment la question de la finitude de notre planète, des ressources, la question de la crise climatique, qui nous montre que cette manière de faire qui a été associée au progrès pendant 2 siècles est totalement remise en question, que le monstre que ça a engendré a tendance à se débattre, et l'actualité internationale nous le montre évidemment, et que face à cette situation-là, on n'a pas forcément les outils, les perspectives, ou les bonnes perspectives pour saisir la situation et la possibilité d'envisager des solutions. Et donc le pari, c'est de se dire que les solutions républicaines qui émergent au XVIIIe siècle, au moment où naît ce cycle productiviste et au moment où va naître le capitalisme, ces solutions ou ces alternatives à la modernité qui naissent à ce moment-là, ces contre-modernités, peut-on dire, pourraient avoir un sens au moment où aujourd'hui ce cycle arrive en bout de course. C'est-à-dire ces autres possibles, hein, qui existent au XVIIIe siècle, qui peuvent être portés par Adam Smith, Thomas Paine et Robespierre. Ces autres possibles qui n'ont pas été, on va dire, déployés, ces autres possibles offrent d'emblée, dès le XVIIIe siècle, une critique de ce que va devenir le capitalisme, une critique donc du capitalisme naissant tel qu'il émerge à ce moment-là, et dont on pense qu'il peut avoir un sens, encore une fois, pour aujourd'hui. D'autant que on constate que les grandes explications dont on a hérité avec ce cycle productiviste pendant 2 siècles, hein, donc pour dire les choses rapidement, le libéralisme est ce qu'on pourrait appeler un socialisme standard. Ces grandes idéologies politiques qui sont construites en miroir sont celles à partir desquelles nous avons à nous organiser, alors qu'elles ont été produites au cours de ce cycle, hein, qu'elles ont accompagné ce cycle, qu'elles ont raconté, qu'elles ont théorisé, et que nous pensons qu'en fait elles ne sont pas les mieux placées pour nous aider, pour trouver des solutions, parce qu'elles font en fait partie du problème. Et donc exhumer la tradition républicaine qui a été invisibilisée en grande partie pendant ces 2 siècles-là, et qui a été totalement reconstruite, refaçonnée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, hein, dans l'espace public, c'est-à-dire à peu près la négation de ce qu'elle est à l'origine. Revenir sur la tradition républicaine pour interroger la manière dont la tradition libérale et la tradition socialiste standard la nommer. Le socialisme est beaucoup plus complexe, il y a plein de traditions, mais disons la tradition standard. Donc l'idée d'une tradition républicaine qui pourrait interroger cette invisibilisation dont elle a été l'objet, et en particulier qui pourrait être mobilisée pour reprendre en charge deux objets fondamentaux qui ont été confisqués par ces traditions dominantes, l'idée de liberté, et avec elle celle de marché, celle d'individu, qui a été pendant très longtemps le monopole du libéralisme, et ce qu'on appelle la question sociale, pour dire vite, l'égalité, qui a longtemps été le monopole d'un certain socialisme standard. Et une manière de les envisager qui ont été celle de l'antagonisme, hein, où liberté et égalité sont considérées comme des oppositions,
Sachant que, vous le savez bien, dans la tradition républicaine que nous étudions, on a la possibilité de penser ensemble ces deux éléments et donc de disposer donc d'une autre voie pour les traiter. La tradition républicaine, c'est-à-dire, pour dire les choses rapidement, la liberté comme non-domination, qui pense la liberté comme un droit égal pour tous, chacun a un droit égal à la liberté, et qui, dans sa définition même, hein, tient ensemble ces deux dimensions qui sont celles de l'égalité et celle de la liberté. Donc avoir plus de liberté, ça n'entrave pas l'égalité. Hein. Je ne suis pas plus libre en laissant les impôts ne pas me ponctionner et je ne suis pas moins égal si l'autre a de la liberté. Donc la tradition républicaine pense deux objets ensemble, alors que les traditions héritées dans ce récit de la modernité ont tendance à séparer ces deux dimensions. Donc ce récit de la modernité, on le prend comme un récit qui nous immobilise. C'est le récit scolaire, hein, traditionnel, entendu en tout cas par l'institution. C'est ce récit dont on pense qu'il nous immobilise, qu'il nous bouge des perspectives, et donc il entrave notre imagination politique. Et c'est un récit qui s'articule donc autour de deux notions qu'on retrouve dans le livre, qui sont donc celles de capitalisme et de liberté. Alors le capitalisme tel qu'on l'aborde n'est pas le profit, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la propriété privée, on le rappelle, hein. C'est pas la bourse. Le capitalisme, ce n'est pas ça, même si l'idéologie libérale a eu pour caractéristique de nous faire penser que l'échange marchand était le capitalisme. L'échange marchand a toujours existé, la monnaie a toujours existé, le profit a toujours existé, la propriété privée individuelle a toujours existé. Ce qui n'a pas toujours existé, c'est la contrainte que représente le capitalisme, c'est-à-dire l'obligation de passer par des rapports marchands. Donc on rappelle que cette obligation de passer par des rapports marchands, cette obligation de passer par le marché pour accéder à des moyens de subsistance, c'est quelque chose qui n'est pas là de tout temps, hein, mais qui émerge donc au XVIIIe siècle, et comme je le disais, face auxquelles il y a des réactions qui sont celles, en particulier, de ces trois personnages, et qui sont des ressources pour essayer de saisir un rapport à la liberté, un rapport au marché, un rapport à l'échange marchand qui ne soit pas justement celui de la dépossession capitaliste et de la dépossession des ressources, et du fait de cette dépossession d'être obligé de passer par le rapport marchand pour pouvoir exister. Donc il y a dans ce travail la volonté donc de construire autrement la liberté que dans la tradition libérale, et donc de s'inscrire de fait dans les traces de Skinner ou de Philippe Petit, qui a aussi occupé notre séminaire, lorsque Skinner se demande ce qu'est la liberté avant le libéralisme. Donc, nous nous posons aussi cette question, qu'est-ce que la liberté avant le libéralisme? Et à la différence de Skinner et de Petit, on interroge la Révolution française, et on interroge un objet qui est un angle le mort en fait chez Skinner, qui est la dimension économique, la dimension sociale, la question de la propriété, la question du droit à l'existence, la question de la subsistance, pour en faire le cœur même de la réflexion sur la liberté. Avant le libéralisme, c'est des choses qu'Alberto, hein, qui est là avec nous aujourd'hui, hein, choses sur lesquelles il reviendra, j'imagine, quand il parlera du néo-républicanisme
par petites, est du républicanisme français. Cet angle mort de la tradition néo-républicaine qu'a bien décrit Jean-Fabien Spitz dans ses travaux. Donc autour de ces problématiques, il y a le contrôle des ressources, la souveraineté sur les ressources, par opposition à un capitalisme qui a pour nature, puisque c'est sa logique propre, c'est ce qui définit, d'être dans la dépossession des ressources et dans la confiscation de la souveraineté sur des ressources. L'idée du livre également, c'est de rappeler que l'économie est toujours un objet politique, même s'il y a eu systématiquement des tentatives pour le masquer. L'économie a été désencastrée, comme le dit Polanyi, a été désencastrée du politique avec le processus capitalisme, avec son émergence. Théoriquement, dans ce récit a été désencastré, mais dans les faits, un contrôle politique de l'économie, même si ce récit de la modernité, ce roman de la modernité, essaie de nous expliquer qu'il y a une autonomie de l'économie par rapport aux politiques. Et donc, le livre essaie de tenir ensemble cette dimension politique et cette dimension économique, ce qui est aussi une des caractéristiques de beaucoup de travaux qui sont menés dans le cadre de séminaires, et donc d'essayer d'articuler trois critères qui permettent de saisir les modalités d'une organisation sociale. Le premier critère, c'est quel est le type de liberté. Alors évidemment, dans le livre, on met en vis-à-vis la liberté comme non-domination et la liberté comme absence d'entrave. Le deuxième critère qui permet de suivre les différents chapitres du livre, c'est la question du dominium, la question du dominium, c'est-à-dire la question du pouvoir privé, la question des droits, en particulier la question des droits de propriété, par lequel passe l'appropriation des ressources, et donc se poser la question du pouvoir privé et de sa régulation. Comment dans ces modèles politiques pense-t-on la liberté, et comment dans ces modèles politiques qui s'affrontent, en particulier dans la Révolution française, pense-t-on la régulation de ce pouvoir privé? Est-ce que c'est une régulation qui passe par le marché, ou est-ce que c'est une régulation qui passe par du politique, par des pouvoirs publics en quelque sorte? Et donc en quoi consiste cette régulation? Donc la problématique des libertés possibles, la problématique des rapports au pouvoir privé, et troisième objet, la question de l'impérium, donc la question du pouvoir public, la question de ce qu'on appelle l'État, entre guillemets, même si sur le XVIIIe siècle, l'État n'est pas véritablement ce que l'on voit aujourd'hui. Le livre qu'on a fait avec Marc sur le consulat est centré autour de cette question en grande partie. Donc, quel est le mode de régulation de l'impérium? Donc, si on prend les différentes conceptions de la liberté, les différentes conceptions du pouvoir privé, les différentes conceptions de cet impérium, on peut obtenir des configurations qui permettent de comprendre, entre autres choses, la manière dont des projets politiques sont en tension, en conflit dans la Révolution française. Alors l'impérium, c'est la question de la vertu, c'est la question de la citoyenneté, et donc c'est la question de la gestion de ce pouvoir public. Doit-on le placer dans les mains du peuple souverain ou dans les mains d'experts qui auraient donc une espèce de monopole de la représentation qui serait entièrement délégué? Donc je finirai là-dessus en indiquant que les différents chapitres, il y a 6 chapitres, sont plus spécifiquement centrés sur certaines de ces dimensions. Donc les premiers chapitres vont interroger la liberté, où à chaque fois on met en miroir la liberté contre la liberté, c'est-à-dire une certaine manière de penser la liberté contre une autre manière de la penser, et la propriété contre la propriété,
le marché contre le marché, l'État contre l'État, hein, c'est les 4 premiers chapitres, donc qui sont dans ce miroir où s'articulent liberté, dominium et imperium, et les 2 derniers chapitres concernent les modalités de l'articulation de ces trois dimensions. Donc, sur quelles normes peut-on articuler liberté, imperium et dominium? Est-ce que c'est l'expertise qui se part des vertus de la science à ce moment-là, ou est-ce que c'est le sens commun, c'est-à-dire le sens commun qui est l'expertise du droit naturel contre l'expertise des experts? Quelles sont les normes sociales qui vont permettre d'articuler ces trois dimensions? Et dernier chapitre, dans quelle perspective les articuler, puisque ce dernier chapitre traite de ce qu'on appelait la civilisation contre la civilisation. Voilà, pour essayer de faire vite, même si j'étais encore un peu long, peut-être, l'architecture de l'ouvrage, les questions qu'il pose, et la manière dont on a essayé de réfléchir ou de mettre en forme, en fait, un certain nombre de réflexions que l'on a en partage dans le séminaire et à Barcelone. Voilà, et je donne donc tout de suite la parole au citoyen Casasas, qui va venir nous parler plus particulièrement de Smith, ce personnage qui est tout à fait passionnant, parce qu'il est justement un révélateur de ce récit de la modernité et de sa déconstruction possible, hein, sur laquelle, David, tu as travaillé. Merci Yannick. Et il faut dire qu'on avait décidé qu'on allait s'interrompre un peu, Oui, oui. mais j'ai pas osé parce que c'était tellement bien expliqué que Tu es bien généreux, citoyen. ça valait pas la peine. Non mais je voudrais vous remercier à Marc et à Yannick et tous les amis et tous les copains et copines que vous êtes ici pour faire ça possible. C'est pas de la politesse, c'est bon, je suis très content de, comme Yannick l'avait dit, d'avoir pris une longue conversation de plusieurs années à Barcelone, à Rouen, à Paris, aussi dans ces séminaires et d'avoir fait un bouquin qui a une orientation académique, mais aussi une vocation politique assez évidente. Alors, moi, je me sens très bien ici, mais je serais très content de pouvoir bavarder de tout ça avec vous. Je m'excuse d'abord pour maltraiter un peu votre langue. Mon français est suffisant, mais il est très perfectible. C'est pour ça que j'ai pris quelques notes, mais bon, je vais essayer que ça ne sera pas trop ennuyant. Je vais parler d'Adam Smith, comme Yannick le disait. Toi, tu peux m'interrompre, Yannick, si tu veux, citoyenne. Je vais parler d'Adam Smith, mais d'abord, je vais répéter quelque chose que Yannick a dit, mais d'une autre façon, un peu pour comprendre pourquoi un type comme moi, qui est dans la philopolitique, disons, s'est intéressé aux Écossais du 18e. Ce sont des raisons académique et disons du désir, de ce que j'aime en faire. Mais il y a aussi une question politique là-dedans. Parce que ces bouquins s'enracinent dans la conviction que dans les traditions émancipatrices, il y a eu, peut-être notamment dans le XXe siècle, je sais pas, une tendance au cadeau inutile, même contre-productif, à la droite, au libéralisme, au sens européen du terme et au néolibéralisme, etc. Nous, la gauche, pour simplifier, si vous me permettez ce langage pas trop académique, nous sommes les gens du comment et des comment, de l'État, de l'égalité, du collectif, etc. Et bien sûr que ces concepts, ces notions, ces pratiques nous appartiennent et doivent être défendus, je pense, avec grand courage. Mais c'est vous quand un bouquin, ça c'est difficile pour moi, ces bouquins essayent en même temps de faire une tâche d'infiltration comme un cheval de Troie, disons, dans le cœur des ténèbres de la pensée conservatrice, libérale, néolibérale, pas pour conquérir des concepts, des notions et des pratiques qui seraient à des autres, disons, à l'ennemi,
si vous me permettez le langage guerrier, mais pour récupérer des concepts, des notions et pratiques qui ne peuvent être comprises et mises en circulation avec de la rigueur que depuis la grammaire politique du républicanisme démocratique. Par exemple, j'ai commencé à arriver chez Adam Smith. On a eu la tendance à assumer que la liberté est libérale. Nous, l'égalité. Eux, la liberté. Le marché est par définition capitaliste. Particulièrement, ces démons, le libre marché, qui serait la quintessence de la brutalité capitaliste, alors que, comme on le verra, un libre marché pour tous, pas partout, mais pour tous, seulement peut être mis en place avec les outils et les horizons émancipateurs de l'économie politique du républicanisme démocratique, ou, si vous le voulez, du républicanisme socialiste. La démocratie est bourgeoise, un autre cadeau. L'individu est nécessairement un atome isolé qui se découple des autres et se cache, etc., etc., etc. Évidemment, la droite, les libéralismes en pluriel sont très contents, ils sont enchantés avec ces cadeaux. Ils commencent les matchs de foot en gagnant 10-0 et nous en perdant 0-10. En revanche, nous, dans ces bouquins, nous essayons de montrer comment ces cadeaux sont une sottise, car du point de vue conceptuel et du point de vue historique, on sait que seulement depuis la grammaire philosophique et politique du républicanisme populaire plébéien, celui qui se jette dans les traditions socialistes dans un pluriel très large, seulement depuis le républicanisme populaire peut-on saisir, comprendre et mettre en pratique des choses comme la liberté effective, le libre marché, la démocratie économique, et la démocratie en général d'ailleurs, même l'individu. Tout ceci est impossible sous le capitalisme. Donc, comme Yannick l'a dit, nous avons étudié ce genre de choses à travers de Thomas Paine, de Robespierre et d'Adam Smith et leur contexte et leurs liaisons aussi. Ce qui nous a permis de rendre visible une contre-modernité, une modernité non capitaliste ou post-capitaliste qui se fait encore attendre et qui peut nous interpeller forcément si nous voulons faire face aux crises superposées dont Yannick parlait, qui composent notre monde d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, comme Yannick disait, c'est que je vais prendre l'œuvre et les moments d'Adam Smith comme un cas d'étude de ces exercices d'infiltration troyenne que je pense que sont indispensables pour restaurer les sens communs herméneutiques par rapport à des auteurs et des conjonctures historiques et politiques que nous ne comprenons parfois pas entièrement. Des exercices d'infiltration troyenne qui sont aussi indispensables, je pense, du point de vue de la stratégie politique. Et si nous osions récupérer la liberté, le marché, voir l'individu, pour montrer que le roi, celui de la droite, disons, le droit est tout nu et que c'est à nous, sans roi d'aucune sorte, de tisser la trame de la République démocratique d'aujourd'hui. Alors, je vais faire ça avec Adam Smith, 30 minutes maximum, et puis après, je vais essayer de montrer, et voilà une synthèse de 3-4 minutes de notre sixième chapitre, celui d'Adam Smith et le troisième. Je vais essayer de montrer comment ces approches trouvent dans les débats contemporains sur les comment ou les revenus de base, parmi d'autres projets et mesures, ils ne sont pas des panacées, des éléments pour prolonger et concrétiser cet esprit des Lumières et de la Révolution qui nous remue, qui nous remue. C'est l'esprit des révolutions à venir, comme le dit le sous-titre de notre livre, le républicanisme du XVIIIe siècle et les révolutions à venir. Mais pourquoi Adam Smith dans la tradition républicaine? Bon, l'idée de fond de ce chapitre 3, c'est de montrer que l'idée centrale du républicanisme commercial d'Adam Smith est celle précisément de la défense d'une liberté républicaine comme un projet politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on connaît très bien ces traces
de l'école de Cambridge, de Skinner et des petites qui doivent être complétées, mais qui sont pas des bêtises. Là, on nous dit qu'on est libre quand on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas objet d'interférence arbitraire de la part d'autrui, et en plus, on vit dans un scénario social et institutionnel qui garantit qu'il n'y a pas la simple possibilité d'être objet d'une interférence arbitraire d'autrui. C'est-à-dire ne pas être interféré arbitrairement et ne pas être interférable arbitrairement. Alors, dans nos conversations, pendant toutes ces années, ici au séminaire aussi, à Barcelone, à Rouen, à Paris, dans notre bouquin, on souligne beaucoup ce que Yannick disait, que c'est-à-dire l'idée que la condition, c'est-à-dire si on fait une analyse historique et sociologiquement précise et consciente de cette tradition républicaine, on voit que la condition pour un scénario intellectuel de ne pas être interféré arbitrairement et ne pas être interférable a à voir avec la propriété. Une propriété qui ne doit pas être comprise seulement comme un titre de propriété qu'on a dans la poche, mais comme une idée d'indépendance socio-économique ou matérielle, si vous voulez. Pas seulement matérielle. Parce que nous comptons sur un ensemble de ressources matérielles et symboliques qui garantissent nos existences, ce qui nous octroie un pouvoir de négociation quand il faut signer ou pas signer toutes sortes de contrats, ou en des autres termes, quand il faut arriver ou pas arriver à toutes sortes d'accords. Alors il y a une idée de contrôle individuel et collectif de l'espace où on vit et où on mène notamment chez Adam Smith notre vie productive et commerciale. C'est-à-dire il y aurait toute une interdépendance respectueuse de l'autonomie de toutes les parties impliquées qu'il faut bâtir en commun, qu'il faut bâtir collectivement. Alors la question qu'on se pose à chaque moment historique, c'est bon, oui, d'accord, mais propriété de quoi? Bon, dans le monde classique, et chez Jefferson, vous connaissez très bien tout ça, on parle surtout des propriétés des terres, propriétés d'esclaves aussi, des propriétaires de la propriété d'animaux, etc. Il ne faut pas que je vous raconte, évidemment, ce qui se passe dans la France révolutionnaire et propriété. Qu'est-ce qui se passe chez les républicanismes commerciaux à la Smith, disons? Ici, on ne parle beaucoup de l'immobilier, mais de la propriété ou du contrôle d'installation d'équipes productives, des compétences professionnelles, les dexterities dont Adam Smith parle, le contrôle dont le contrôle n'échappe nos mains, le contrôle des opportunités d'accéder au marché, des opportunités de placement de nos marchandises dans ces marchés, etc. Tout ça nous fait indépendants dans le monde moderne, dans les causes du 18e. En résumé, dans le cas d'Adam Smith et du républicanisme commercial, je pense qu'il faut lier cette idée de propriété à une idée de contrôle des ressources et de l'espace économique et social où on opère. D'ailleurs, c'est pour ceci que pour Adam Smith, les grandes victimes de la modernité capitaliste sont les travailleurs dépossédés, qui doivent accepter la logique d'un marché de travail qui, comme le disait Ellen Maxine Booth, n'est pas une option, mais c'est une réalité imposée par des mécanismes coercitifs. Ça c'est Ellen Maxine Booth, mais ça c'est Marx et ça c'est Adam Smith au même temps. Alors il faut remarquer la différence de cette vision par rapport à celle du libéralisme doctrinaire, où la liberté est définie comme simple égalité devant la loi,
l'isonomie. Là, il y a une attention aux fondements matériaux de la liberté qu'on ne trouve pas chez Adam Smith. Adam Smith était tout à fait conscient de l'importance et de ces fondements matériaux de la liberté. Eh bien alors, la liberté dans les marchés est politiquement constituée, nous dit Adam Smith. Et voici le centre de mon projet politique. En d'autres mots, la structure des marchés, libres ou inversement, Adam Smith sait très bien qu'il y a des marchés qui ne sont pas libres. La structure des marchés, libres ou inversement, dépend des décisions politiques. L'économie, c'est de la politique, disait Polanyi et Yannick Bosch il y a 15 minutes. La structure des marchés, libres ou inversement, dépend des décisions politiques qui, à leur tour, résultent de la lutte des classes dans les domaines manufacturiers et commerciaux. Le projet d'Adam Smith, donc, peut être associé au livre Échangisme. Oui, l'idée que si Yannick et moi, ou les gens se trouvent dans un coin de la vie sociale, ils doivent pouvoir échanger des objets ou des objets disons pour de l'argent sans demander la permission au seigneur féodal, à la direction peut-être parfois despotique de la guilde, au monopole et à l'oligopole capitaliste, aux economic monarchs, dont Roosevelt parlera au 20e en suivant Adam Smith. Je ne sais pas si vous voulez, au comité central, c'est une petite blague anachronique, mais il y a une question importante à faire ici. Alors, est-ce qu'il y a une confiance au livre Échangisme chez Adam Smith? Oui, absolument. C'est le projet d'Adam Smith, on pourrait dire que c'est le projet d'un républicanisme libre échangiste. Mais est-ce que ça a à voir avec le laisser-faire? Pas du tout, absolument pas. D'abord, Adam Smith nous raconte très bien qu'on ne peut pas être en faveur du laisser-faire parce que nous ne pouvons pas être pour ou contre des choses qui n'existent pas, qui relèvent de la pure mythologie, en l'occurrence libérale. On peut croire aux mythes ou les laisser de côté, car ce ne sont pas que des mythes et des légendes, mais on ne peut pas être pour ou contre les mythes, le laisser faire ou je sais pas, l'immaculée conception de la Vierge Marie. Ce sont des choses qu'on défend pas avec des arguments rationnels. Ça appartient à une autre chose. Non, chez toute l'économie institutionnaliste, c'est-à-dire sérieuse, la liberté au marché ou son absence, la liberté au marché est constituée politiquement, c'est-à-dire à travers d'une intervention publique radicale au sens qui va au sens qu'elle va à la racine du problème, c'est-à-dire c'est pas nécessairement massif, mais radical. Et quelle est cette racine? Et donc les liens de dépendance matérielle qui doivent être défaits en garantissant à tout le monde une position sociale d'indépendance socio-économique, dans vulnérabilité socio-économique. Un autre mot, la main invisible qui est nommée 2 fois au sérieux dans l'œuvre d'Adam Smith, et puis elle est sortie de son contexte, mais bon, si on la prend au sérieux, la main invisible est construite d'une façon très visible et construite politiquement. Voici donc les projets d'Adam Smith et de tous ces gens, et de tous ces Écossais et Français et Nord-Américains et Anglais qui ont pensé l'espace de la liberté républicaine effectif au monde de la manufacture et du commerce avant le triomphe du capitalisme industriel. Un capitalisme industriel que Smith
aurait condamné sans hésitation, dont les premières manifestations, il condamna sans hésitation. Mais pourquoi le républicanisme commercial n'est pas possible sous ou dans le capitalisme, ou il est en tension, si vous voulez le dire comme ça, avec le capitalisme? Bon, voyons hyper synthétiquement trois grandes questions, problèmes, et puis après je commence à finir. D'abord, l'accumulation originaire. Le chapitre 24 du Capital de Marx a, dans la richesse des nations, un précédent très clair et avoué par Marx. Il a eu une appropriation inégale des ressources de la terre, des moyens de production. C'est-à-dire, il y a eu un processus d'enclosures, que vous connaissez très bien, qui a été très inégal. L'implication de ça, c'est la dépossession de la grande majorité sociale, et ceci impossibilite les progrès de la liberté entre tous. Parce que la liberté exige la propriété au sens du contrôle des ressources. Parce que ces contrôles nous octroient un pouvoir de négociation quand il faut signer ou pas signer des contrats de toutes sortes, etc., etc. On a déjà dit tout ça. Tout ça est très bien expliqué par John Locke au XVIIe siècle, avec des langages différents, mais avec une orientation très pareille à celle d'Adam Smith au XVIIIe, à celle de Marx au XIXe. D'ailleurs, au XIXe, il y avait encore des gens qui parlaient de Locke comme ces dangereux précédents du socialisme. Il y a une connexion très claire. Locke au XVIIe, Smith au XVIIIe, Marx au XIXe, Polanyi au XXe, et aujourd'hui, ou hier, Ellen McSinsbooth, David Harvey au XXe et au XXIe. Le marché capitaliste, comme ça Yannick le disait avant, comme une réalité inévitable en conséquence de la grande dispossession originaire et qui continue, comme le dit David Harvey. En particulier, tout ça nous mène à l'imposition du travail salarié qui devient obligatoire, inévitable. Et sans une porte de sortie, tout rapport social est une source de manque de liberté. Il y a un lien entre l'option de sortie, de quitter, et la liberté qu'on explore dans les bouquins. Et si vous voulez, on peut en parler après. Ici derrière, il y a un peu les idées, les intuitions d'Albert Hirschman. C'est-à-dire, il faut pouvoir sortir, pouvoir quitter, même si on le fait pas, et tout reste une menace, mais une menace crédible. Aujourd'hui, c'est pas crédible. On tue pour pouvoir travailler pour des autres, pour survivre. Bon, deuxième question. En plus, ce travail salarié a lieu dans des unités productives, l'entreprise capitaliste, verticale. Ou plutôt, le problème, c'est pas la verticalité. Le problème, c'est le caractère arbitraire de la hiérarchie de l'entreprise capitaliste, où on ne contrôle pas ce qu'on fait, c'est-à-dire aliénante. Adam Smith est le théoricien des bénéfices de la division technique du travail. Et Adam Smith est aussi le premier grand théoricien moderne, c'est reconnu par Marx, des préjudices de la division sociale du travail, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la classe des dépossédés seulement peuvent accéder au travail salarié. Adam Smith est le premier type qui analyse d'une façon systématique l'aliénation dans des entreprises grandes. Footnote, note à pied de page. Il dit de plus devant aux travailleurs. Pour lui, ça c'est très grand. Et dirigé d'une façon hiérarchique. Parce que là, on perd la vue générale. Là, c'est une citation. Notre esprit se dégrade.
Adam Smith, j'insiste, il est un précédent très clair du Marx des manuscrits de 1844. Tous les deux partagent des racines dans les éthiques classiques des vertus, d'Aristote au monde post-hellénistique. Et troisième problème, en plus, si on fait des efforts et on essaye d'entrer dans le marché comme producteur, il s'avère qu'on ne peut pas, ou que c'est très difficile parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Il y a des monopoles, il y a des oligopoles, il y a des brevets difficilement justifiables, etc. Dit autrement, dans le capitalisme, il y a un vrai problème de concentration du pouvoir économique et par conséquent de manque de liberté d'entreprise, un autre terme confisqué par la droite, de manque de liberté d'entreprise qui est un privilège réservé à très peu de personnes. Adam Smith raconte très bien pourquoi ça, c'est comme ça. Et il le dit encore d'une autre manière. Il dit dans ces capitalismes que j'analyse, où je trouve des choses formidables, je dois signaler aussi, je dois envoyer un avis à tout le monde pour dire que ce système capitaliste, c'est un système où il n'y a pas de la libre compétence. Il explique très bien ça. Il y a une opposition des propriétaires au fait que les prix tombent au niveau des coûts. Dans ce point où les prix et les coûts sont plus ou moins égaux, dans ces points, le bénéfice, les profits disparaissent. D'ici, la tendance innée des propriétaires aux accords factueux, une terminologie de Machiavel que Adam Smith prend, pour limiter des accords entre eux et avec les États, avec les États, pour limiter la concurrence, l'entrée des producteurs nouveaux qui puissent mettre en risque leurs bénéfices. Selon Adam Smith, une société juste et prospère, c'est une société où on peut généraliser la participation active comme producteur aussi des gens dans les sphères productives et où, par conséquent, les bénéfices ont la tendance à être réduits naturellement bas, nous dit, plutôt bas. Comme chez Robespierre, l'intervention publique doit être orientée à en finir avec les nouveaux privilèges des chefs d'entreprise qui sont des potentiels rentiers. L'idéal politique d'Adam Smith et de l'ensemble de l'économie politique classique, je pense par exemple à David Ricardo, qui n'était pas un socialiste, pas du tout, mais leur projet a à voir avec l'idée qu'on peut accepter la rémunération des facteurs productifs, mais on s'oppose radicalement à la présence des rentes du capital. Il faut les extirper. Ces rentiers, ces economic monarchs dont Roosevelt parlait, rentierisme, je ne sais pas si je le dis bien, provoque de l'inefficience et de l'injustice. Si vous voulez, je termine déjà avec Adam Smith et puis je ferai la conclusion. Une question que l'on peut se poser ici est la suivante. Bon, mais si la prospérité implique des faibles profits, alors qui va produire? Avons-nous un problème d'incitation qui annule tragiquement les projets du républicanisme commercial?
bon, si vous voulez, nous pouvons en parler dans un moment dans la discussion, si vous le souhaitez. Mais j'annoncerai déjà qu'à ces stades, Smith récupère, encore une fois, l'éthique classique des vertus et souligne que les motivations à travailler, à produire, ne devraient être que partiellement instrumentales. Partiellement, oui, mais pas totalement. Seulement partiellement instrumental, et que nous devrions savoir trouver les composants autotéliques que de nombreuses activités productives ont ou peuvent avoir. Les activités autotéliques sont les activités qui ont les fins dont les fins sont dans leur propre réalisation. Il faudrait les articuler de façon telle que ceci soit possible. Et ça, c'est du conflit politique, du dessein politique et par conséquent du conflit politique. Et Adam Smith est un grand penseur comme son ami Ferguson, un grand penseur de la société civile, de la société civilisée, mais après avoir résolu politiquement un conflit politique qui est présent, qu'il nie pas, qu'il nie jamais. Bon, je termine la partie d'Adam Smith et on parlera 3 minutes sur l'allocation universelle et les comment. Quelle conclusion peut-on tirer de ce qu'on a vu? D'abord, le marché sont politiquement constitués. Les marchés ne sont pas les résultats les marchés sont les résultats d'une option politique. Ils ne sont pas des entités métaphysiques dont la nature, nous, on peut pas la discuter ou disputer politiquement. Si c'est comme ça, il faut envoyer un avis à la droite. Je récupère les langages peu académiques et dire, écoutez, le marché, c'est pas nécessairement à vous. Ce qui est à vous, c'est les marchés capitalistes qui, d'ailleurs, sont aussi politiquement constitués que toute autre forme de marché qu'on peut concevoir. Tous les marchés capitalistes, notamment les marchés néolibéraux, sont les résultats de l'intervention de l'État. Parfois, pensons-nous au néolibéralisme, une intervention massive de l'État dans la vie économique. Mais il y a un avis complémentaire qu'on peut envoyer à la gauche. C'est un peu un des objectifs de ces bouquins. Écoutez, le marché, pas le marché, le marché, les marchés, si on le veut par ici ou par là, il faut, ça c'est contingent, il faut le voir dans chaque société, pourrait être à nous. Arrêtons de l'offrir à la droite comme un présent négligent, autodestructeur, etc. Les points relevants, c'est toujours la structure sociale, des conditions dans lesquelles les échanges des marchés ont lieu. Est-ce qu'ils ont lieu dans des conditions d'indépendance socio-économique? Oui ou pas? Ça c'est la question clé. Et ça, le fait que les échanges décentralisés puissent avoir place dans des conditions d'indépendance socio-économique et de non-domination ou pas, ça, c'est quelque chose qui peut être politiquement désigné. Au XVIIIe et au XXIe siècle. Je laisse ici Adam Smith et je voudrais terminer en signalant quelques questions, 3 thèses. Je promets, c'est 3 minutes. On va bien si je fais 3 minutes? Vas-y, oui. D'accord. Parce que je pense que c'est intéressant qu'ici, on a toujours le problème des anachronismes et qu'il faut éviter, évidemment. Mais je voudrais souligner que l'analyse d'Adam Smith
et de Paine et de Robespierre repose sur, et ça c'est disons, comme ça on atterrit dans le chapitre 6, celui sur la civilisation, et comment le revenu de base, etc., repose sur la compréhension d'idées et de thèses qui sont essentielles aussi pour l'économie politique de la démocratie aujourd'hui, pour les révolutions à venir, comme le dit les sous-titres de notre bouquin, et que je pense qu'ils sont très nécessaires. Je dirais qu'on serait d'accord sur ça. Alors, regardons très brièvement trois de ces idées ou thèses, et si vous voulez, nous pouvons les discuter puis après. Première thèse. La richesse est un produit social qui dépend du mérite individuel dans des proportions souvent négligeables. Dit autrement, il y a des efforts collectifs dans la génération de richesses qu'il faut rendre visibles. Première thèse. Deuxième thèse. Pour cette raison, la richesse doit être distribuée entre tous et toutes, mais pas en aucune façon. C'est ici que l'argument de la liberté républicaine entre en jeu une autre fois. La richesse doit être distribuée ex ante, c'est-à-dire inconditionnellement, sous la forme d'un revenu de base, des services publics en nature également conçus de façon universelle et inconditionnelle. On ne veut pas des hôpitaux pour les pauvres, des écoles pour les pauvres, sous la forme des biens communs également conçus de façon pas universelle, parce que ça s'est localisé, mais inconditionnel. Il y a un lien entre l'accès inconditionnel aux ressources, dans le cadre du revenu de base du revenu, et liberté républicaine. On l'a dit depuis le début. Pensons à ces liens par rapport au revenu de base. Si on opère, ceci c'est une idée de civilisation, si on opère ex post conditionnellement, ce qu'on dit c'est qu'il y a un status quo, les marchés capitalistes, notamment le marché du travail, mais pas seulement, qui est accepté. On nous jette sur ces marchés, et si les choses vont bien, on nous laisse tranquilles. Que les choses aillent bien, ça veut dire qu'on puisse payer tous nos besoins basiques chaque mois. Ça n'a rien à voir avec la santé physique, mentale, ça c'est une autre chose. Mais bon, si ça marche, on nous laisse tranquilles. Si ça marche pas, on nous assiste après, ex post. Une fois, comment est-ce qu'on dit, Yannick, quand les bateaux vont, disons, on a un problème dans la mer et vont au fond de la mer. Il y a eu un naufrage. On nous assiste uniquement en cas de naufrage, et au lieu de donner les outils qui nous permettent de ne pas être un naufragé, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ça c'est la bêtise, oui. Il faut le naufrage pour nous aider à ne pas naufrager. Mais le problème, c'est que si vous le voyez dans ces parcours, il n'y a eu aucun moment où j'ai pu regarder ces status quo et dire non, ma vie, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je voudrais vivre autrement, je sais pas, peut-être dans un monde plus coopératif, peut-être, je sais pas, je vais pas faire du créationnisme parce que ça, c'est absolument contingent. Mais il y a eu aucun moment où j'ai pu dire, si vous me permettez de le dire bibliquement, que mon monde n'est pas de ce royaume. C'est un peu à l'inverse. Par contre, si on opère ex ante, c'est-à-dire inconditionnellement, si on peut accéder à des ressources monétaires, à des soins de santé, à l'éducation, à l'eau, à l'énergie, au toit, etc., à des biens communs d'une façon inconditionnelle, on est équipé pour sortir de la maison ou pour entrer à la maison, parce que dans la maison, il y a aussi des conflits comme on le sait, avec des outils pour négocier et peut-être dire non
mais pour pouvoir prononcer les autres oui. Aujourd'hui, on ne peut pas prononcer parce qu'il faut se lancer sur le fer brûlant qu'on nous offre si dans les marchés du travail. C'est pour ça l'importance de l'inconditionnalité. Et la troisième thèse est très courte. Si vous le voyez, vous pouvez déjà deviner que l'objectif final, c'est que les gens, sans exclusion, puissent mettre en circulation ces vies multi-actives dont André Gorz parlait vers la fin du XXe siècle, et Marx et Engels aussi, un siècle plus tôt dans l'idéologie allemande. Des vies constituées de tout un conglomérat d'activités, rémunérées ou non, que nous pouvons façonner et modifier là ensemble. Nous pouvons façonner et modifier tout au long du cycle de vie. Alors voilà donc comment se pose dans la sphère de la production et de la reproduction de la vie, dans la sphère du travail, ou mieux de plusieurs types de travail au pluriel, l'objectif républicain, démocratique, de doter tous les acteurs sociaux d'outils, d'un pouvoir social, comme le dirait Eric Olin Wright, le sociologue, pour mener une vie propre, individuellement et collectivement, sans devoir, comme Marx le disait, demander la permission au quotidien à des acteurs puissants qui se sont accaparés les ressources de manière exclusive et excluante. Bon, je crois que c'est tout. Un grand merci pour votre patience et attention. Et maintenant, je pense qu'on a du temps pour discuter quoi que ce soit. Merci David. Merci David. Merci Yannick pour ces deux présentations. Yannick, est-ce que tu as à portée de la main le livre pour que tu puisses montrer la couverture? Parce que je l'ai aussi, mais il est plus loin, moi. Donc voilà. Et à l'envers, hein, bien sûr. Ouais. La liberté contre, mais là on ne voit pas contre quoi elle est, la liberté. Ah voilà, vas-y. La liberté contre le capitalisme, donc le réplicanisme du XVIIIe et les révolutions à venir, hein, le sous-titre auquel faisait allusion David. Merci. Bien, eh bien, celui qui veut prendre la parole ouvre son micro et la prend. Ben, si personne. Vas-y, Jacques. Alors, moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, j'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis posé des questions de méthode. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que l'exposé, vous m'entendez bien? Oui. L'exposé d'Yannick a commencé par faire une distinction en 3 points, et puis l'exposé de David s'est terminé par une présentation en 3 points. Alors donc, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer par quelque chose de dualiste et finir par quelque chose de dualiste? Pourquoi commencer par 3 points et finir par 3 points? Donc pourquoi cette pensée ternaire? Pourquoi cette pensée de la tiercéité? Ce qui n'est pas innocent d'un point de vue méthodologique. Alors je vais un peu parler de la distinction qu'a faite Yannick en 3 points parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et puis sur la dernière, je poserai simplement une question. Alors, ce qui m'a frappé dans la distinction donc que a proposé Yannick, si j'ai bien compris, et à laquelle j'ai associé des éléments de ce qu'a dit David, c'est qu'il m'est apparu 3 points, c'est-à-dire un espace qui relève de la typification, un espace qui relève de la grammaire et un espace qui relève de la régulation. Alors je m'explique. Quand il a fait sa tripartition, Yannick a commencé par parler de la liberté et il a prononcé l'expression le type de liberté. La liberté comme élément de typification, c'est-à-dire quelque chose de très implicite dont il est constamment question dans la discussion, dans la présentation que vous avez eue, dans ce qu'on va discuter. La liberté, bon, bah, c'est quelque chose d'implicite, c'est un type.
Et bon, et ça fait débat. Donc tout de suite, ça nous a permis d'entrer dans le débat. Ensuite, ce qui m'a paru plutôt de l'ordre de l'explicitation, et c'est là où j'ai trouvé le terme chez David, c'est la notion de grammaire. Je lui demanderai d'expliciter pourquoi il a utilisé la notion de grammaire. Est-ce que c'est tout à fait anodin, ou est-ce que dans sa manière d'aborder son sujet, la notion a une importance? Cette grammaire, c'est la grammaire du libéralisme. Et là, le mot n'a pas été, l'expression n'a pas été utilisée parce que c'est pas l'objet de l'exposé d'aujourd'hui, mais on sait que si on commence à discuter de la grammaire du libéralisme, on peut aller très loin puisqu'on discute sur les droits et qu'on peut aller jusqu'au libéralisme égalitaire, qui est quand même un thème majeur dans nos débats au sein de ce séminaire. Alors donc, un espace implicite, un espace explicite, puis un troisième espace, qui est plutôt un espace régulateur, et là ça tourne à partir d'une notion que Yannick a utilisée, qu'il a explicité, qui est la notion d'État. Donc là, on est dans un espace régulateur. On n'est plus dans le type, on n'est plus dans la grammaire, on est dans la règle. Et quand on se pose la question de l'État, on se pose la question de qu'est-ce qui régule l'État, puis hop, on tombe sur la question du républicanisme. Et puis ce qui m'a frappé, alors voilà, donc ça, j'ai bien perçu cette distinction, j'ai essayé de l'expliciter chez Yannick, et je pose la question à David parce que c'était dans la conclusion, donc j'ai moins eu le temps d'y réfléchir. Est-ce que cette distinction, pour créer une cohérence entre les exposés, qu'a proposé Yannick, a un lien avec les trois thèses qu'il a exprimées à la fin? Et il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé à un moment, c'est que bien sûr il y a ces thèses, mais ces thèses ont un fondement. Et ce fondement, c'est-à-dire le terrain qui fonde le type, la grammaire et l'état, la référence dans l'exposé de David, ça a été tout de suite la référence à Marx. C'est-à-dire comment Marx met en place une sorte de ground, de fondement de toute cette discussion sur laquelle nous avons essayé d'avancer. Voilà un peu comment épistémologiquement, ou méthodologiquement, pour être quand même plus simple, j'ai perçu à la fois l'apport ternaire de chacun de vos exposés, en étant pas assez explicite sur celui de David à la fin, parce que c'est difficile de réfléchir sur une conclusion, ça va vite, et en quoi aussi cet espace de tiercéité ternaire a situé le fondement dans un auteur qui est Marx, qui est pas un des auteurs majeurs que vous abordez dans l'article, mais qui est cité à plusieurs reprises, puisque les auteurs que vous citez, Smith, Paine et Robespierre, Marx n'est pas le quatrième, mais il l'est d'une certaine façon, dans la mesure où il est formulé comme étant une sorte de ground et de fondement. Voilà. Alors, à la fois, est-ce que cette manière dont j'ai lu vos interventions et leurs connexions, et est-ce que la manière dont j'ai perçu ce qui est au fond de vos interventions, qui est un auteur qui n'est pas explicité en tant que tel, parce que vous ne pouviez pas parler de tout le monde, qui est le Marx, je parle le Marx du Capital, du livre 1 du Capital, je pense, section 2, livre 1, quelque chose comme ça. Et voilà, je crois que là, j'ai pas plus à dire. C'est à la fois une reformulation, une question. Et voilà. Et avant de laisser la parole à David pour répondre à ta question, oui, tu as raison. Enfin, tu as reformulé ces trois objets. Alors pourquoi ternaire? C'est peut-être parce qu'on a une éducation jésuite avec David, et que la Sainte Trinité et la dimension ternaire de l'argument est un élément clé de la rhétorique, comme tu le sais. Tu sais, Jacques, mais alors pourquoi ces trois dimensions, donc liberté, imperium, enfin dominium, imperium, c'est parce que on a effectivement la question des types que tu évoquais. Et la question de ce pouvoir privé du droit, et cette question de la régulation que tu évoquais. Et bon, je sais pas, ce que j'ai mis en avant, c'était une espèce de fil rouge. Je crois pas qu'on fasse directement allusion, peut-être de manière très très marginale. Je crois que s'il y a un chapitre, on parle du dominium, de l'imperium, etc. Mais l'idée, c'est de donner donc le cadre dans lequel se situe l'ouvrage,
et d'avoir autour de ces notions quel type de liberté on a, quel type de relation au droit on a et quel type de relation à l'État on a, pour dire les choses à la louche. C'est une bonne manière d'essayer d'ordonner les différents types de projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres approches, mais c'est aussi une allusion à ce qu'écrit Petite qui met au centre de sa lecture des projets politiques ces deux notions, la notion de dominium et d'imperium. Il ne rajoute pas la liberté, même si par ailleurs la liberté est évidemment associée. Et on peut avoir à travers ça, et c'est des questions qui sont posées actuellement, un modèle qui est tout à fait interrogé, hein, dans cette formulation que je propose via Petite ou dans celle que tu mets en avant, un modèle qui nous permette de classer, tant bien que mal en fait, différentes constructions politiques qu'on voit dans l'archive, hein, au XVIIIe et pendant la Révolution française, et face auxquelles je trouve qu'on est très démunis sur le plan des historiens pour comprendre ce que sont les différents projets girondins, montagnards ou d'autres qui existent dans la Révolution. Donc il y a dans cette typologie quelque chose qui est que l'on voit émerger dans l'archive, donc c'est simplement ce que l'on trouve dans l'archive qui est dit de cette manière-là, ou dans la manière dont tu l'évoques, et qui correspond aussi à la manière dont un certain nombre de travaux en philosophie normative du côté de Petite les articulent. Donc peut-être qu'il y a là, autour de ce rapport ternaire que j'évoquais, dans la conclusion de David qui est associé, il va le dire, je pense, quelque chose comme sinon des clés, mais des moyens d'ordonner des choses qui sont pour l'instant, je trouve, encore très éparpillées, hein, et sur lesquelles on n'a pas véritablement d'accroche, sauf en se référant toujours aux anciens récits, en se référant toujours à ce récit de la modernité qui me semble assez impuissant en fait à dire ce qu'on trouve dans l'archive, hein, des étatistes d'un côté ou des centralisateurs d'un côté face à des libéraux de l'autre et au libre marché de l'autre, des choses comme ça qui ont été projetées depuis le XXe siècle sur le XVIIIe et qui sont pas efficaces. Alors, il me semble que ces trois éléments, dans ta formulation, dans celle que j'évoque ou dans celle que David évoque, sont peut-être plus pertinents, hein, pour saisir ce que l'on trouve. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont en débat, sont des propositions. David, excuse-moi, je t'ai empêché de parler. Non, pas du tout. Tu vois, je parle. Alors, C'est bien. C'est pas vrai ce que tu as dit. Non, d'abord, Jack, merci beaucoup pour tes commentaires. Je me souviens maintenant des conversations qu'on a eues il y a une année, quand on parlait du néo-républicanisme, du républicanisme, de l'allocation universelle. Ça a été très intéressant. Et mon usage du terme grammaire est moins conscient de ce que tu le penses. Moi, quand je l'utilise, je pense à une ontologie sociale, une description de la vie sociale particulière, à laquelle est attachée une préceptive politique. Et ceci faisant, disons, une vision positive et normative de la vie sociale que parfois je lis à la même métaphore d'une idée d'une grammaire. Il n'y a pas plus de ça. Et en tout cas, j'investirai un peu de temps pour réfléchir sur les concepts. Par rapport aux 13 aspects, évidemment, au-delà de la Sainte Trinité, qui était la question principale. Non, pour résumer notre chapitre 6, c'est Lazare, mais notamment, je voulais dire que, il faut tirer la conclusion que la richesse est un produit social. 2, par conséquent, il faut la distribuer d'une façon particulière. On aurait pu dire, la richesse est un produit social. 2, par conséquent, il faut la distribuer. 3, et là on tombe sur les 4. 3, pas d'aucune façon, mais de façon inconditionnelle, exempte, etc. Et 4, ça nous jette nous place dans le chemin de la lutte pour la libération du travail, de toutes les formes de travail, ou des hommes et des femmes dans le monde, dans les sphères de travail. Ce sont les 3, ou si tu veux, 4 choses
que je voulais dire. Et par rapport à Marx, tu fais une question très pointue, très intéressante. Tu poses une question très intéressante. Oui, il fait partie très explicite du bouquin, mais il n'est pas un de nos trois 100. Hein. Et pourquoi? Bon, à mon avis, le citoyen Yannick va nous raconter quel est son avis, c'est différent, mais je pense que et ça dépend beaucoup. Je prends ça notamment de l'ouvrage de Tony Domenech, qui était le grand fondateur de la pensée républicaine à Barcelone et en langue espagnole. En connexion avec Paris aussi, avec Florence Gauthier, Yannick et Marc, etc. Moi, je pense que Marx, il fait partie très explicite de cette constellation républicaine depuis Grèce jusqu'au dernier Rawls, si vous voulez, qui se disait libéral au sens qu'il il achetait pas une doctrine compréhensive, mais qui disait que la concrétisation de son projet était la property owning democracy et le socialisme de marché, c'est-à-dire des trucs qui ont à voir avec cette liaison entre liberté et accès et contrôle des ressources. Alors là dans cette constellation ou dans ces fils, si j'ai des mots qui sont pas français, Yannick, tu me corriges, hein, s'il te plaît. Non, très bien. On aime bien ton français qui est parfois influencé par des sons plus hispaniques. Ah oui, oui, c'est au même catalan, oui. Même catalan, oui. Oui, c'est presque impossible pour moi. Alors il y a un fil républicain avec une ontologie très particulière et une perspective très particulière, celle d'Adam Smith, qu'on trouve d'une façon très claire chez Marx. Alors pourquoi est-ce que j'ai beaucoup nommé Marx? Bon, dans les bouquins, il y a Locke qui apparaît aussi, il y a Aristote. On sait qu'il y a un républicanisme oligarchique et un républicanisme démocratique, mais ils partagent une ontologie sociale, le monde conflictif, et à cause de ça, il faut construire une res publica pour canaliser ces conflits d'une façon civilisée. La grande question étant qui appartient à cette société civile ou qui reste dehors. Mais là, je pense que le regard de Marx est extrêmement clair. Et il nous aide beaucoup à aussi faire la liaison. Voilà, il y a un pont hyper intéressant et hyper inspirateur pour voir la connexion entre le monde d'Adam Smith au 18 et des préoccupations des Roosevelt, des Keynes, du socialisme de marché, même des anarchismes du 20e, etc. Et finalement, il y a aussi, j'imagine, maintenant je fais un peu qu'est-ce qu'il faisait Freud, un peu de psychanalyse. J'imagine que bon, Marx, il a quelque chose à voir avec le socialisme comme un projet politique qu'on achète pas complètement parce qu'il y a eu des générations despotiques en forme d'impérium, il y a eu plein de problèmes, mais c'est un projet politique qui d'une certaine façon nous interpelle. Et on trouve chez Robespierre, chez Paine, chez Adam Smith des idées qui ont une connexion avec ce monde, avec plein de gens là-dedans, mais Marx notamment, que nous comprenons très bien, même du point de vue biographique, parce qu'on a participé et on participe dans des projets qui, d'une certaine façon, se disent socialistes dans le sens le plus large du terme ici. Il faut pas commencer à sortir les drapeaux. Bon, je ne sais pas si c'est une réponse qui est utile ou pas, mais c'est ce que je pouvais dire à ce moment-ci. Merci, Jacques. Merci, David. Une autre prise de parole? Allez-y, ouvrez les micros et prenez la parole. Moi, j'aurais une question qui est plus par rapport à ce qui avait été dit au début, la tradition de présentation en histoire des idées qui oppose
le libéralisme d'un côté et le socialisme de l'autre, la question sociale et la liberté. Est-ce que vous avez vu une forme de continuité entre ce que vous avez étudié, les auteurs que vous avez étudiés au XVIIIe, et certaines traditions des socialismes du XIXe siècle? Je pense notamment à Pierre Leroux, par exemple, qui eh bien constate qu'il peut y avoir une forme d'opposition et qui essaye de la penser, bon, dans sa manière à lui. Est-ce que vous avez pu penser un petit peu une continuité entre ces auteurs et le 19e? Je pense aussi une potentielle continuité avec des penseurs libertaires. Notamment, on a Bakounine qui va se référer à Robespierre pour s'opposer à Marx qu'il considère comme autoritaire. Est-ce que vous avez vu ça ou est-ce que vous n'avez pas pu pousser jusque-là? Alors non, je donnerai la parole à David après, Paul la prendra, mais on n'a pas poussé jusque-là. On s'est cantonné dans notre domaine d'érudition, même si on a bien conscience qu'il y a effectivement des liens et que quand on parle de la tradition libérale et quand on parle de la tradition socialiste, et j'ai précisé standard, on est sur des caricatures, on est en fait sur des choses qui sont bien plus hybrides, bien plus complexes, où les ramifications se font de manière fine. Et quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des continuités qui existent, même s'il y a des lignes de force, on va dire, ou des grandes structures en fait qui tentent à dominer et à invisibiliser d'autres approches. Il existe toujours en demi-teinte ou à côté ou dans les marges des choses comme ça qui résonnent. Même si c'est ce que disait Albert Mathieu, même si pour lui cette tradition reste vivante en gros jusqu'à la Commune de Paris, d'une tradition socialiste qui reste enracinée dans cette tradition républicaine que l'on voit au XVIIIe siècle, cette tradition démocratique. Mathieu dit voilà, à partir de la Commune, il y a quelque chose qui commence à disparaître. Il y a un rouleau compresseur qui est celui de la Deuxième Internationale qui prend le pas, la social-démocratie allemande, et Marx est quelqu'un qui fait la critique de ça, et donc qu'il y a toute cette finesse en fait qui disparaît et qui au XXe siècle va devenir, même si par ailleurs existe toujours d'autres voies, mais va devenir la voie dominante. Donc on met bien standard quand on parle de la tradition socialiste. En gros, c'est celle qui fait sinon autorité, du moins celle qui a occupé tout le terrain en grande partie au XXe siècle. Et on parle de la tradition libérale, mais évidemment, il y a d'autres rapports à la liberté qui ont existé, et on a bien conscience de cette dynamique au XIXe siècle, très complexe, où les choses s'effilochent, où les choses se remettent en contact aussi autrement, où il y a des reconfigurations qui existent, et où on a l'impression en fait que autour des traditions républicaines du XVIIIe siècle, on va avoir des phénomènes d'hybridation ou de différenciation qui vont engendrer ces deux grands courants, libéral d'un côté, socialiste de l'autre, mais qui gardent des traces de ces traditions républicaines, la tradition plus aristocratique qui est centrée sur le propriétaire, qui existe évidemment à l'époque moderne. On peut la retrouver dans une tradition libérale, et la tradition plus démocratique du socialisme, on peut la retrouver dans un certain nombre de traditions socialistes. Ce qu'elles ont en commun, là encore, ce sont des simplifications, mais ce qu'elles ont en commun, c'est de sortie de la tradition républicaine, en fait, c'est de laisser de côté le droit naturel, de laisser de côté, de le marginaliser, même si on a Buonarroti aussi qui fait le lien, toujours multiplie garde ce lien avec la question du droit naturel, mais c'est des choses qui vont disparaître dans le 19e, et où on va centrer la normativité ou la légitimité du propos, non pas dans une métaphysique du droit naturel, mais dans une physique du social, dans un rapport à la science, en fait, qui expliquerait le monde, dans un rapport à l'histoire. Voilà. Donc,
effectivement, on a comme l'impression qu'il y a une espèce d'objet commun qui se reconfigure, qui garde des traces, hein, comme tu le disais, mais au XXe siècle, on a l'impression que tout ça, finalement, c'est largement évanoui. Le 19e est passionnant pour ça. Mais moi, je le connais pas sur le plan de l'érudition, mais il est passionnant parce que c'est justement le lieu où on peut comprendre, hein, ces reconfigurations. Mais il y a des travaux qui existent autour de ces socialismes là, mais j'ai toujours été, pour l'instant, enfin, j'ai jamais trouvé chez eux justement cette question du droit naturel, ou très peu en fait. Hein. Dans ces travaux d'historiens, c'est pas une question qu'ils évoquent, parce qu'ils sont 19e, hein, et qu'ils ont perdu en fait là, ce qui au 18e siècle fait corps et fait sens autour de cette tradition. Mais tu as parfaitement raison de complexifier, de souligner toutes ces dimensions-là. J'étais un peu long, excuse-moi. David, hein. Oui, peut-être pour compléter, pour ajouter, pardon, trois petites idées, encore trois, sur ces traces de l'objet commun. Je vais encore une fois parler de Marx. Je pense à Adam Smith et à la montagne, et puis je pense à la correspondance de Marx. Moi, je peux pas citer exactement à ce moment-ci, mais je peux chercher, où il avoue qu'il est il est un héritier du côté gauche qui a été battu, du côté gauche de la Révolution française qui a été battu. Et il dit que bon, l'isonomie libérale, c'est mieux que rien, mais que en plus de ça, il y avait les fondements matériaux de la liberté. Et puis, alors le socialisme naît comme le projet de récupérer ces liens aux ressources. Évidemment, il y a encore une fois la question sur est-ce que tout le monde doit accéder aux ressources ou seulement le peu. Bon, le socialisme est conflictif et révolutionnaire parce qu'ils disent de façon très différente, etc. Et donc nous visons à inclure tout le monde dans ces projets. Bon, évidemment, il y a la question des femmes, etc., qui est pas mineure. Mais c'est en plus, mais en plus, il faut voir quelques textes. Il y en a beaucoup, mais quelques textes très clairs où Marx utilise le langage de la montagne, même des levelers, des diggers, même d'Aristote, même de Cicéron. Il y a ce moment de la critique du programme des quotas où il dit que tous ces gens qui n'ont pas accédé à la propriété des moyens, des ressources de la terre ou machin, ils doivent dans aucun stade de civilisation vivre en demandant la permission à autrui de façon quotidienne. Demander la permission, demander la permission. C'est du langage républicain. Même dans un discours qu'il adresse à l'Association internationale des travailleurs, je pense que c'est en 1964, mais je ne suis pas tout à fait sûr, il dit que le monde des coopératives est la preuve vivante que, j'essaie de citer par cœur, que le système despotique, il y avait une économie politique populaire et une économie politique tyrannique chez Robespierre, c'est pas vrai? Alors il dit le système despotique de la soumission du travail au capital peut être substitué par le bénéfique système républicain textuellement, de l'association entre travailleurs, des travailleurs également libres qui s'associent, quelque chose comme ça. Et puis il y a tout l'anti-étatisme de Marx, que quand je le lis, et quand je lis Marx et Yannick, et puis avec eux Robespierre, moi je trouve cette idée de la décentralisation du pouvoir exécutif. Pour moi, ça vaut quoi voir.
Oui, après pour le monde libertaire, je sais pas, aucune idée pour le 19e siècle, mais je peux vous raconter une petite anecdote qui était très sympa, qui a à voir avec les traces qui se perdent au 20e siècle, dont Yannick parlait. Et là, il y a un type très important qui est Amartya Sen, cet homme indien qui a gagné le prix Nobel d'économie, qui s'est intéressé à Adam Smith, mais il est même s'il a vécu, il est vivant, au 21e aussi. Euh, il a étudié Adam Smith, mais il dit, ah, vous voyez, cet homme, il parlait aussi des sentiments moraux. C'est pas que de l'économie. L'économie doit être accompagnée de la moralité. Et ça a à voir avec des politiques publiques. Par exemple, l'éducation. Et alors, il est enthousiasmé et très excité avec les mesures en politique éducative d'Adam Smith quand, dans le préface à la troisième édition de La richesse des nations, Adam Smith dit, c'est que mais toute la liste de propositions que j'ai fait c'est une liste absolument contingente au monde où j'habite. C'est-à-dire, mes amis le lecteurs, oubliez, si vous habitez oubliez la proposition concrète. Ce qui ne devrait pas être oubliable, parce que ça vient depuis longtemps, c'est l'idée qu'il faut défaire les asymétries de pouvoir, les liens de dépendance. Et ça doit se projeter, ça doit se projeter dans les futurs et que les gens puissent comprendre comment on peut se trouver sans intermédiaire, disons, comme le pourrait dire aussi l'économie morale de la multitude de Thompson, mais ici il y a un autre problème herméneutique. Mais le type qui aujourd'hui, ou il y a 30 ans, prend ça et comprend ça, c'est un type qui travaille pas dans les sciences sociales, c'est Noam Chomsky, qui est un type libertaire, et qui dit, non, un de notre père fondateur de notre tradition dans les sens les plus larges, c'est Adam Smith. Parce qu'il a très bien vu comment on a besoin d'une république, d'une chose publique, d'une res publica, qui permet tous les agents, individuellement et d'une façon collective, mais même bottom-up, pas top-bottom, organiser la vie sociale d'accord avec nos besoins, comme on peut le trouver aussi dans la critique du programme des Gotha. Alors, je mélange tous ces gens-là parce que je pense que c'est pas une mélange, c'est un fil, c'est une courante républicaine, parfois démocratique, qui est parfois éclipsée, mais là, il y a des îles qui conforment cet archipel républicain démocratique que Yannick et moi et les autres pensons que peut nous aider beaucoup à penser les révolutions à venir et les mettre en pratique. Et pour compléter ce que tu dis, on l'explique rapidement dans le bouquin, mais pour rester chez les historiens, j'évoquais Albert Mathieu, mais Albert Mathieu, c'est justement celui qui se dit voilà ce qu'est le socialisme tel qu'il est porté, aligné en fait, pour dire les choses à la louche, qui est porté dans les années 20-30 et qui ne correspond pas à la manière dont je pense le socialisme et qui puise justement dans cette tradition dont il voit qu'elle disparaît avec la commune, qui essaie de retrouver des connexions qui lui permettent de penser un rapport social au monde, socialiste au monde, et dont il trouve les traces, lui, dans le XVIIIe siècle. Deuxième historien dont on est des héritiers, enfin très clairement, c'est Thompson que tu évoquais, Hippie Thompson. Thompson, de la même manière, c'est quelqu'un qui sort du Parti communiste, qui interroge le structuralisme tel que le marxisme le propose dans ces années 50-60 et qui met cette approche à distance en essayant de tirer du passé, en tout cas du monde populaire du XVIIIe siècle anglais, de tirer de ces expériences-là une matière pour penser ce qui serait une
un nouveau socialisme ou un rapport socialiste différent et qui s'imprègne totalement de la tradition républicaine. Hein. C'est la belle thèse qui a été soutenue par Julio hein, sur Thompson. Donc il n'y a pas que dans des traditions militantes ou chez des théoriciens, des doctrinaires de la politique que l'on trouve ça. On trouve ça chez des historiens qui sont très engagés aussi dans leur temps et qui, à travers ce qu'ils voient de leur monde et à travers ce qu'ils voient de l'archive, vont puiser des choses qui, pour eux, devaient être des jalons fondamentaux, mais dont ils constatent aussi qu'ils ont perdu presque de la consistance hein, dans cette... à l'époque où il parle, donc Mathieu c'est les années 20, Thompson c'est les années 50-60, on est à d'autres moments, on retrouve ça nous avec aujourd'hui un certain nombre d'historiens, de philosophes pour David au XXIe siècle, donc il y a pas de perte véritablement. Mais peut-être que c'est aujourd'hui, à notre époque, le sens de tout ça. Yannick, je pense que on n'entend pas, tu as mis le mute. J'ai mis le mute, pardon. Moi, je laisse la parole. Marc, je te laisse la distribution. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. Jacques a levé la main. Oui, moi j'ai une question, je reviens à Marx. On est quand même là entre historiens et politistes. Pourquoi la référence à la critique du programme de Gotha et pourquoi pas la référence au texte le plus historique de Marx, c'est-à-dire la section 2 du livre 1 du Capital, où il explique comment historiquement se met en place le capitalisme. Tu vois, ou alors c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais référence à la critique du programme de Gotha, en même temps, tu insères la manière dont, au début du livre 1, enfin c'est pas au début du livre 1, c'est la section 2, dans la partie historique du livre 1 du Capital, Marx fait une histoire en fait. C'est enfin à sa manière du capitalisme. Mais je pense qu'il y a un lien quand même entre les deux. Alors, j'ai des problèmes de datation, parce que c'est vrai que je connais bien les datations des textes de Marx avant l'idéologie allemande, mais après je m'y perds un peu, puis surtout que les parties du Capital ont été rédigées. Dans mon souvenir, le livre 1 du Capital, je vais dire une bêtise, c'est les années 1870, non, c'est le début, et la critique du programme de Gotha, c'est un peu plus tardif. Hein. C'est 75 ou 76, c'est pas ça, non? Oui, tout à fait. Je me souviens plus la chronologie. Je dirais oui. Je vais pas. David, avant que tu répondes, est-ce qu'il est possible de prendre la question de Suzanne? Oui, bien sûr. Et après que tu répondes à Jacques et à Suzanne. Bonsoir à toutes et à tous. Désolée s'il y a un peu de bruit, il y a le bébé à côté. En fait, c'est très intéressant d'entendre un peu à une interprétation alternative d'Adam Smith à un moment où je suis en train de préparer un projet de recherche pour répondre à un appel sur l'économie politique en Europe, grosso modo du Moyen-Âge ou 19e, qui prend un peu pour base l'appel prend un peu pour base un article, une introduction à un livre sur les Lumières écossaises qui reprend vraiment sur toute la ligne l'interprétation traditionnelle de Smith, qui le met dans le parti des modernes contre les anciens, enfin tout sur toute la ligne. Et du coup, c'est vraiment très intéressant d'entendre une interprétation alternative. Mais là, ce que je voudrais demander, c'est peut-être quelque chose qui peut être vu comme plus superficiel, mais je pense que c'est utile pour pouvoir faire des distinctions. Vous utilisez le terme d'économie politique républicaine, évidemment par commodité quelque part, parce que on sait tous qu'il y a plusieurs
républicanisme. Et donc, il s'agit d'un républicanisme bien particulier, le républicanisme de la liberté comme non-domination, etc. Et j'aimerais juste savoir si, hypothétiquement, vous deviez qualifier ce républicanisme, à quel terme vous sembleriez les plus adaptés. Voilà. Merci Suzanne. David, Yannick, on a encore 10 minutes. Oui, pour répondre sur la question de l'action de Suzanne, je laisserai ensuite David disserter sur le livre 1 du Capital, mais Jacques, tu as raison, hein, le livre 1 du Capital, c'est Marx historien, hein, et qui raconte un peu la genèse du capitalisme, et qui s'appuie d'ailleurs sur Smith, hein, je crois, dans mon souvenir. J'ai lu le livre 1 quand j'ai fait mes études d'économie, donc il y a fort longtemps maintenant. Mais je l'ai lu longuement et annoté longuement, donc si je retrouve dans mon exemplaire, je pourrais te répondre. Mais sur ce que tu dis, Suzanne, nous on utilise l'idée de tradition démocratique. Donc le républicanisme de tradition démocratique, par opposition à une tradition qui peut être esclavagiste, qui intègre en tout cas la question de l'esclavage, où on aurait un droit égal à la liberté, mais qui serait confiné à quelques individus et qui exclut les autres, de même que un républicanisme plus aristocratique, qui confine là ce droit égal à la liberté à un espace un peu plus vaste, mais qui n'est que les plus instruits, ceux qui ont une propriété, donc ceux qui ont les moyens en fait d'accéder à des ressources, donc qui ne sont pas dominés. Et les autres, on les exclut. Et dans l'approche démocratique, donc dans une approche, on dit que tous les êtres humains par nature ont un droit égal à la liberté. Ils naissent libres et égaux et le demeurent, donc qui s'oppose au droit romain, puisqu'on ne demeure pas dans le droit romain. Donc cette tradition démocratique, nous, on l'associe à l'émergence de la question du droit naturel, donc de ce principe d'égal droit à la liberté à l'échelle de l'humanité. Et donc on est effectivement dans un objet qui est tout à fait historiquement repéré, si tu veux, et qui correspond à des critères philosophiques et politiques qui sont très particuliers. Même si dans ces trois cas que j'ai évoqués, on a aussi l'idée de non-domination. Mais pour happy few d'un côté, pour quelques-uns de l'autre, ou pour une masse beaucoup plus large, hein, puisque c'est toute l'humanité qui est considérée. Donc dans le bouquin, on se réfère précisément, quand on parle de Smith, de Paine et de Robespierre, on parle de la tradition démocratique, hein, donc qui, pour nous, effectivement, est en lien avec ce qui va devenir la tradition socialiste au XIXe siècle, avant que cette tradition elle-même n'oublie un peu sa base, hein, comme je le disais quand je répondais à Marion. David, la nature républicaine. Oui. David, tu réponds sur Marx et sur la question de Suzanne? D'accord. Pour Jacques, je peux à dire, parce que c'est tout à fait vrai, je pense que c'est compatible parler de ce vieux Marx de Gotha avec toute la partie historique qu'on trouve dans les Capitales, en particulier les chapitres 24, sur l'accumulation originaire. C'est un récit, c'est une analyse absolument empirique et très bien faite qu'on trouve chez Adam Smith un siècle avant et qu'on trouve avec des accents différents chez John Locke. Il nous dit que bon, peut-être la propriété privée, l'appropriation privée des ressources externes sont acceptables, mais si et seulement si on laisse as much and as good for others. Alors le grand problème ici est l'effondrement de la liberté quand il y a des gens qui sont dépossédés. Bon, sauf qu'on soit des républicains oligarchiques, on s'en fout du fait qu'il y ait des gens dépossédés. Alors, mais pour moi, ça c'est plus honnête que le monde libéral doctrinaire
pas le libéralisme égalitaire, c'est une chose bizarre de l'académie anglo-saxonne, mais bon, on peut en parler après si vous voulez. C'est beaucoup plus honnête qu'un libéralisme doctrinaire qui nous dit qu'on est libre parce qu'on est égal devant la loi. Mais non, il y a toute l'histoire de la liberté qu'il faut penser. Alors, oui, je reviens sur les schémas. Oui, il y a un schéma, Locke, Smith, Marx, chapitre 24, qui est très intéressant et qui explique que le jeune Marx, alors on va un peu avant, mais c'est les mêmes intuitions, nous dit que celui des manuscrits de 1844 nous dit que une des conséquences le plus tragique de la grande transformation capitaliste est le fait que les gens dépossédés sont des gens aliénés. Ils perdent la vision d'ensemble, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, ils doivent se vendre, etc. Et ça a beaucoup à voir avec cette intuition du vieux Marx et des socialismes en général, selon laquelle, si on est dans cette situation, on est constamment en demandant la permission à autrui, à des gens desquels on dépend matériellement et ou symboliquement pour vivre dans les quotidiens. Mais oui, merci. Je pense que ça il faut l'ajouter. Et merci aussi Suzanne. Il faut le souligner, c'est ce que Jacques disait. Mais je vois tout le temps des continuités, avec des accents différents, avec des problèmes différents, avec des contextes différents, avec je sais pas, Adam Smith était pas un révolutionnaire. Marx il l'était, Robespierre il l'était. Adam Smith c'était un type, disons même avec un caractère un peu bon, il faut faire gaffe parce que sinon l'équilibre, mais l'équilibre, on va se frapper. Mais l'ontologie sociale et la préceptive politique est la même. Alors lui, il ferait pas la prise de la Bastille, mais il y a des autres gens qui le font. Mais son analyse, ça mène vers là. Alors Suzanne, c'est très intéressant l'idée d'un Adam Smith moderne ou pas moderne. Il est moderne dans le sens que, pour la première fois, il pense à mettre les idées du républicanisme populaire dans les domaines démocratiques, dans les domaines de la manufacture et du commerce, avec tout l'optimisme qu'il peut avoir au XVIIIe siècle en Écosse. Avec tout l'optimisme et aussi avec tout le pessimisme et tout le réalisme, d'où vient toute la critique du capitalisme dont j'ai parlé aujourd'hui, avec 3 points aussi. Là, il y avait un autre tripartition. Mais en même temps, Adam Smith est hyper ancien du coup parce que il repose sur les intuitions de l'éthique et la politique d'Aristote. Et de Cicéron, qui était un peu conservateur comme Aristote, mais il comprennent la liberté comme non-nomination. Il sait qu'il y a une base matérielle et symbolique qu'il faut travailler, qu'il faut mettre sur la table. Et ça c'est le projet, ça c'est le périmètre de son travail et de son projet politique. Par rapport au terme avec lequel il faut nommer le républicanisme, je suis tout à fait d'accord avec Yannick. C'est l'idée d'un républicanisme démocratique, mais dans le sens que la démocratie c'est un projet des classes. La démocratie, au sens historique et au sens substantif, c'est un projet qui consiste à inclure, à procéder à une ampliation du démos,
avec des gens qui disent non, on veut entrer là-dedans. Les pauvres, les femmes, le métèque, les gens des colonies, etc. Alors, on pourrait parler dans le républicanisme si on préfère ces termes qui est assez utilisé en Amérique latine, l'idée dans le républicanisme plébéien, mais bon, mais je pense c'est une forme de recueillir cette idée d'une ampliation démocratique populaire du démos. Et du point de vue épistémologique, moi je dirais bon, si vous voulez, c'est bon Cambridge qui était très bien fait, mais il faut mieux faire. C'est-à-dire il y a une définition de liberté comme non-domination qu'on peut assumer, qui est bien faite. Mais là, il y a une absence totale, comme Yannick le disait, d'intérêt pour la question de la propriété. Bon, maintenant, il y a les républicains radicaux, socialistes, Bruno Leipold, Alex Gurevich, etc. Ces gens-là, je pense qu'ils travaillent dans la bonne ligne, disons. Mais Skinner est petite, la question de la propriété, bon, c'est un truc secondaire, peut-être des sociologues, mais c'est pas intéressant. Et aussi la question du droit naturel, que Yannick et Marc et Florence Gauthier et Christopher Hamel, etc., ont travaillé pour précisément souligner que ces projets républicains démocratiques à avoir avec des intuitions que les gens en bas ont dans sa tête, parce qu'on est des êtres humains, que en tel qu'être humain, nous savons, oui, que si se puede, on dit en espagnol, oui, on peut Yes, we être can. yes we can, oui, ça vient de là, mais Obama, ce serait pas la référence. On peut être inclus là-dedans, et ne pas être inclus là-dedans, c'est une décision politique.